bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est une étude donc de Financial Bold qui annonce que le Maroc est sur la tête de liste des pays les moins bancarisés, ce qui contredit les données qu'on a ici publiées par Banque El Maghrib notamment, qui fait état de 78% de taux de bancarisation. Comment expliquer ce paradoxe? On va voir ça tout de suite avec notre invité du jour. Il s'agit donc de Kamal Zine, il est économiste. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Kamal Zine. Bonjour cher Omar. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Alors, la question se pose. Selon donc Final Bold, on est à environ 28 millions de personnes non bancarisées au Maroc. Alors que quand on voit les données de Banque El Maghrib, on est à 78% de taux de bancarisation. Comment expliquer cette différence sur les chiffres? Alors, effectivement, l'impression qu'on peut avoir quand on compare les chiffres de Banque El Maghrib, donc la Banque centrale marocaine, et les différentes études qui ont été réalisées dans ce sens, notamment celle de Finbold, on pense qu'il y a un écart assez important, puisque, comme vous l'avez dit, la Banque centrale marocaine, Banque El Maghrib, parle d'un taux de bancarisation de 78%, alors que Finbold parle de taux de bancarisation qui est plutôt proche de 30%, c'est-à-dire que on a une population non bancarisée de 70%. En fait, quand on voit le mode de calcul des chiffres, il y a effectivement un écart. Les 78% que vous avez évoqués sont surtout calculés en prenant en compte le nombre de comptes et divisé par la population. Or, dans ces comptes-là, on prend en fait l'ensemble des comptes. Et dans ces comptes, il y a des comptes d'entreprise. Il y a également des comptes où plusieurs personnes, où une personne peut avoir plusieurs comptes. Donc, il y a un peu un effet doublon de ce nombre-là. Mais Banque El Maghrib, dans un rapport qui a été publié en 2018 sur la stratégie nationale d'inclusion financière, a abordé ce point-là et il l'a détaillé. Puisqu'en fait, il a dit qu'il y a eu une étude qui a été faite en 2017 par Findex, qui a été faite donc en collaboration avec la Banque mondiale, et qui, suite à des retraitements, la Banque centrale parle de plutôt de 34% de taux de bancarisation. Donc finalement, on est plus proche quand on retraite en fait ces données-là et qu'on s'aligne en fait sur le même mode de calcul. Donc ce qu'on peut retenir si on compare en fait les chiffres de la Banque centrale et les chiffres de Finbold et Findex, donc en collaboration avec la Banque mondiale en 2017, on est sur un taux de bancarisation qui est entre 30 et 35%. Donc, si on voit bien en fait qu'il y a peut-être des doublons et d'autres modes de calcul. Alors, pour un citoyen lambda ou bien une personne qui ne maîtrise pas le secteur bancaire, comment lui expliquer ça? Vous avez bien expliqué la chose, mais de façon encore beaucoup plus simplifiée, comment lui expliquer en fait cette différence de chiffres qui est de nature des fois à porter les discrédits sur l'une des institutions en fait? En fait, si on veut simplifier, il y a finalement, en fait, quand on fait les retraitements, et la Banque centrale, la Banque El Maghrib l'a bien mentionné aussi, on tombe sur un chiffre entre 30 et 35% de taux de bancarisation. C'est-à-dire que pour la population, en fait, en moyenne, pour les adultes, un adulte a un compte bancaire à hauteur de 30-35%. C'est-à-dire que en moyenne, chaque compte, pour trois adultes, on a en face un compte bancaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux adultes qui n'ont pas de compte bancaire en moyenne. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est plus clair. Alors, cela dit, ça nous permet d'ailleurs de poser le débat sur les efforts et l'inclusion financière en ce qui concerne l'inclusion financière, avec la venue des banques donc participatives. Globalement, sur la base des évolutions constatées depuis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un engouement qui a poussé à plus de bancarisation au niveau des populations qui étaient peut-être réfractaires par rapport aux banques classiques? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet lié effectivement aux banques participatives, mais il y a au-delà de ce point-là un effort qui a été fait durant ces 10 dernières années pour renforcer et augmenter le taux de bancarisation au Maroc. En effet, entre 2010 et 2020,
le nombre de points d'accès bancaire a quasiment triplé en 10 ans. Donc ça montre qu'il y a une volonté de la part des banques d'être proches auprès des populations, surtout dans le milieu rural. Puisqu'en fait, le milieu rural compte pour 40% de la population marocaine, et c'est là où effectivement il y a le moins de couverture. Donc il y a ce point-là de retard dans le monde rural qui connaît également, je dirais, un faible niveau d'éducation par rapport à tout ce qui est numérique et tout ce qui est digital. Or, ce levier-là de numérique et de digital a connu en fait un essor durant ces 10 dernières années pour rendre en fait les services financiers et bancaires plus proches du citoyen. Il y a aussi un autre point qui illustre que ces efforts restent insuffisants, puisque nous avons en fait la densité bancaire est surtout concentrée dans 2 régions essentiellement. On parle de Casablanca, Setat et Rabat, Salé, Kenitra, qui concentrent, je dirais, près de la moitié du réseau bancaire. Donc on est toujours dans une logique de concentration, bien qu'il y ait eu des efforts qui ont été réalisés ces 10 dernières années. Donc je pense qu'il y a eu des initiatives pour capter une nouvelle clientèle, pour augmenter le taux de bancarisation, mais on part un peu de loin dans ce sens-là. Alors, et en fait, pour le point, juste pour le deuxième volet de votre question, qui est pour les banques participatives, en fait, ça a aidé à effectivement capter une partie de la population, mais ça reste toujours faible. En fait, la contribution des banques participatives, je dirais, peine un peu à décoller. Et en fait, dans l'enquête Findex qui a été réalisée en 2017 en collaboration avec la Banque mondiale, on voit que le frein à la bancarisation, le frein principal, c'est surtout le manque de fonds. En fait, la majorité des personnes qui ont été sondées disent que le manque de fonds, le manque de moyens et de revenus est le principal obstacle pour ouvrir des comptes bancaires. Pour les banques participatives, c'est venu, je dirais, répondre à une partie des réfractaires à la bancarisation, qui est parfois le motif religieux. Mais ce motif-là reste minoritaire, très minoritaire, inférieur à 5% des personnes sondées par Findex en 2017. Alors, Kamal Zine, vous évoquiez tout à l'heure les freins et peut-être ce qu'il faut faire pour renforcer le taux de bancarisation. Pensez-vous que le projet qui vient d'être lancé de couverture de la généralisation de la protection sociale, qui va pousser certaines catégories qui ne sont pas encore prises en charge donc, dans la couverture sociale à y accéder, pensez-vous que cela va permettre de donner un petit coup de fouet au taux de bancarisation, sachant que certaines procédures ne peuvent pas se faire sans la disposition d'un compte bancaire? Tout à fait. Je pense que ce chantier ambitieux qui est la généralisation de la protection sociale, que ce soit pour l'assurance maladie obligatoire, pour les indemnités familiales ou pour les compensations pour perte d'emploi et pour la retraite aussi, nécessite effectivement un effort de la part du système bancaire d'une part, et un effort aussi de la population qui est non bancarisée aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, ce chantier stratégique sera un catalyseur pour la bancarisation. Après, je pense que nous avons aujourd'hui au Maroc les éléments et les facteurs pour réussir cette bancarisation. En effet, nous avons par exemple un taux de pénétration Internet qui est de l'ordre de presque 70%, qui est l'un des plus élevés en Afrique. Nous avons aussi un taux de pénétration de smartphones qui est proche également de 70%. Et même dans les populations bancarisées, on voit qu'il y a une partie qui utilise des smartphones, mais qui l'utilisent en fait pour d'autres usages, des usages qui sont un peu classiques de communication ou de visualisation de vidéos. Donc, il y a, je dirais, une partie de l'éducation financière, de la sensibilisation, de l'accompagnement des ménages non bancarisés dans l'utilisation et des canaux digitaux à travers les smartphones, mais je dirais, on a les facteurs de réussite. Et je parlais d'Internet, c'est un levier que nous avons qui est très important, qui est pour ouvrir des comptes bancaires,
pour effectuer des transactions financières, pour demander des prêts, etc. Donc, c'est un facteur qui peut stimuler ce taux de bancarisation, sachant qu'en fait, des pays africains tels que l'Égypte, par exemple, ont un taux de pénétration Internet qui est inférieur au nôtre, qui est de l'ordre de 50%, alors que nous sommes dans un taux de pénétration Internet au Maroc de 70%, donc 20 points de plus. Mais en fait, en Égypte, nous avons une population non bancarisée de 65% à peu près, alors qu'on est à 70% au Maroc. Donc, Internet, les canaux digitaux, l'utilisation de smartphones, tous ces leviers-là, on peut les exploiter, les utiliser encore plus pour augmenter ce taux de bancarisation. Et la proximité aussi des agences bancaires, des points d'accès bancaire en tout cas, peut être renforcée à travers notamment des caravanes bancaires. Il y a aussi le rôle de la microfinance, l'élargissement en fait de ce levier-là pour renforcer l'inclusion financière. Et là, l'inclusion financière, ça va au-delà de la bancarisation, puisque c'est rendre accès des services financiers, mais pas forcément directement par le système bancaire. Donc, nous avons en fait des comptes de paiement qui peuvent être utilisés pour casser cette partie-là. Tout ce qui est mobile banking aussi, donc tout ce qui est également transfert d'argent peut être utilisé comme levier d'accélération de cette inclusion financière. Et en fait, pour juste prendre un exemple rapide du Rwanda, par exemple, on a des pays qui ont réussi ce travail d'inclusion financière. Le Kenya, bien sûr, qui est cité comme un exemple à travers sa réussite de l'intégration du mobile banking dans son économie, surtout auprès des jeunes. Nous avons aussi le Rwanda qui a un taux de bancarisation de l'ordre de 50% à peu près, mais qui est sur un taux d'inclusion financière supérieur à 90%. Donc c'est là où le rôle du microcrédit est important. Des instruments tels que la micro-assurance, la micro-épargne également sont très importants et faire évoluer aussi le cadre juridique et réglementaire pour accompagner justement ces offres auprès de la clientèle et des ménages marocains. Alors, Kamal Zine, pensez-vous que malgré l'existence de toute cette palette d'offres numériques, pensez-vous réellement que au Maroc, en tout cas, les banques exploitent actuellement à fond cette opportunité qu'offre le numérique en termes de bancarisation, mais surtout de facilitation des interactions avec leurs clients? Effectivement, en fait, les dernières années ont connu l'essor en fait du numérique dans la relation entre les banques et les clients. Ceci dit, en fait, ce travail reste insuffisant et d'ailleurs la Covid l'a bien montré puisque les aides qui ont été reçues par les ménages marocains, ces aides du fonds Covid lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce fonds de 33 milliards de dirhams, en fait, les aides ont été distribuées sur 5 millions de ménages et de familles. Et donc, il y a eu une grande partie qui a été distribuée directement aux ménages et malheureusement, le système bancaire n'a pas réussi à capter l'ensemble en fait de ces aides et ces allocations qui ont été distribuées. Donc, il y a un travail qui a été fait par les banques pour simplifier le parcours client, pour simplifier tout ce qui est ouverture de compte, octroi de crédit, gestion des opérations telles que les virements, etc. Et puis, il y a eu un travail aussi de la part des banques pour le volet compliance, conformité et contrôle permanent pour les opérations et les processus bancaires en général. Hélas, nous avons toujours les chiffres qui disent qu'il y a encore du travail à faire. Et moi, je pense qu'il faut surtout axer ce travail-là sur le volet accompagnement de la population non bancarisée qui ont des smartphones. Il faut expliquer aux gens comment on fait pour ouvrir un compte bancaire et puis surtout travailler sur la création d'emplois au Maroc, le renforcement du pouvoir d'achat, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal frein pour les ménages est le manque de revenus. Donc, il y a eu un effort qui a été fait, mais je pense qu'il y a du chemin à parcourir, du chemin à parcourir. Et prenons le chemin donc du sud du Sahara pour aller en Afrique subsaharienne. Dans cette étude donc de Finbold, on a aussi le Nigeria et l'Égypte. Vous les évoquiez tout à l'heure, qui sont pas très bien placés aussi. Même si quand même, je rappelle que dans cette étude,
on voit plus la présence de pays américano-asiatiques, de pays américains et asiatiques. Alors, pensez-vous que sur le continent aussi, où le taux de bancarisation ne dépassait pas, en tout cas à moyenne 15%, pensez-vous que ces dernières années, avec tout l'intérêt du secteur bancaire, je ne parle pas seulement des banques marocaines, mais aussi des banques internationales, anglo-saxonnes par exemple, pensez-vous que l'émergence de banques africaines aussi, il faut le souligner, c'est-à-dire de ces pays comme le Nigeria par exemple, pensez-vous que là aussi des efforts sont en train d'être constatés au niveau de l'évolution des chiffres? Effectivement, il y a eu une dynamique dans l'Afrique subsaharienne pour augmenter le taux de bancarisation et d'une manière plus large, renforcer l'inclusion financière en Afrique subsaharienne. Hélas, ces efforts restent insuffisants puisque vous l'avez dit, le taux de bancarisation reste inférieur à 20%, il est entre 15 et 20%. Nous avons en fait une disparité qui est très forte entre les pays de l'Afrique subsaharienne, avec, par exemple, des pays comme le Rwanda ou le Kenya qui ont fait d'énormes avancées par rapport à l'inclusion financière. On est à des taux d'inclusion financière supérieurs à 90%, notamment grâce à l'utilisation des smartphones, grâce à l'utilisation du mobile banking, donc, et puis grâce aussi à des infrastructures qui ont permis en fait une amélioration de la couverture Internet. Or, en fait, si on prend en fait la moyenne de l'Afrique subsaharienne en termes de taux de pénétration Internet, on est à peu près à des taux de 15%. Donc la couverture Internet, elle est encore à renforcer et ça nous renvoie à la question de l'infrastructure. La question de l'électricité, la question des télécommunications, la question Internet et la question aussi de l'éducation financière et de l'analphabétisation d'une manière générale en fait. Et je pense que effectivement c'est là où on voit aussi le lien entre le secteur de l'éducation et la bancarisation. L'éducation, par exemple, au Rwanda, s'est nettement améliorée. L'accès à l'éducation s'est nettement amélioré durant les 10 dernières années au Rwanda. Au Kenya, pareil. Et ceci contribue justement à la création de plus d'emplois, à l'attraction des investisseurs étrangers et donc du coup à la hausse des revenus par habitant. Et du coup, du renforcement de la bancarisation dans ces pays-là et de l'inclusion financière d'une manière générale. Il y a aussi, vous avez parlé des banques africaines, effectivement, il y a eu un grand travail qui a été réalisé par ces banques-là. Il y a eu également, en fait, le début de l'apparition de certaines néobanques en Afrique. Et on sait très bien que les néobanques sont très digitalisées. Si on voit, par exemple, les néobanques à l'international, on voit que ce sont en fait des institutions qui captent beaucoup, par exemple les jeunes, qui sont en quête de rapidité dans les services. Tout à fait. En fait, il y a une rapidité dans les services, notamment en fait, voilà, dans les pays développés. Vous avez parlé de forte bancarisation aux États-Unis et dans les pays asiatiques, et j'en rajouterais même dans pas mal de pays européens tels que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Et donc, ce qui fait que la bancarisation s'accélère aussi dans ces pays-là où elle est très importante, c'est aussi parce que nous avons des néobanques et des fintechs qui accélèrent cette bancarisation et les services octroyés est élargi. Merci beaucoup Kamaldine pour vos éclairages qui étaient très clairs. Merci, ce fut un plaisir de vous avoir eu ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci à vous encore une fois. De Rabat plutôt. De Rabat. Merci pour la précision. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous aussi et merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée à vous.